85 mètres. 18 étages, mais vers le bas. 20 000 personnes, avec leur bétail et leurs réserves. En surface, une bourgade paisible au milieu de la steppe, des poules dans les cours, des chiens à l'ombre, et sous les semelles, le vide d'un immeuble de 20 étages retourné. Comment un peuple sans machine a-t-il creusé cela? Et de qui fallait-il se cacher pour descendre si profond? Voici Derin Couillou. La réponse tient moins dans la pierre que dans la peur qu'il a taillée. Tout commence par la terre elle-même, née du feu, et par une roche que l'on entaille presque à la main. Un homme, une pioche, et une paroi qui cède comme une motte de terre sèche. Le fer entre dans la roche sans que l'épaule ait besoin d'y mettre toute sa force. La poussière tombe en petits tas clairs au pied du mur, presque blanc. Rien dans ce geste ne ressemble au travail du carrière qui arrache le granit à coups de masse. Et pourtant, au-dessus de cette tête penchée, une voûte tient. Elle tient sans poutre, sans pilier, sans une seule pierre rapportée. Elle tient depuis des siècles. Cette contradiction est le point de départ de toute l'histoire. Une roche assez tendre pour être entaillée par un outil de main, assez solide pour porter le poids d'une colline entière. Les bâtisseurs du monde entier ont passé des millénaires à chercher un compromis entre ces deux qualités, et ne l'ont presque jamais trouvé. En Cappadoce, le compromis existait déjà. Il n'a pas été inventé par des ingénieurs. Il a été fabriqué par le feu. Il faut remonter à une dizaine de millions d'années. Le centre de l'Anatolie est alors une province volcanique en pleine activité. 3 massifs dominent la scène. Le mont Erciyes, qui culmine aujourd'hui à près de 4000 mètres et dont le sommet reste blanc une bonne partie de l'année, le mont Hassan, un peu plus bas, et le mont Gelu. Pendant des millions d'années, ces volcans crachent, s'effondrent, se reconstruisent et crachent encore. Ils ne produisent pas seulement des coulées de lave. Ils produisent surtout des nuées ardentes, des avalanches de cendres brûlantes et de gaz qui dévalent les pentes à des vitesses que rien n'arrête et recouvrent le plateau sur des dizaines de kilomètres. Ces avalanches se déposent, se tassent, refroidissent et deviennent de la pierre. Les géologues appellent cette pierre le tuf, de la cendre volcanique consolidée, légère, poreuse, criblée de minuscules bulles de gaz emprisonnées. Éruption après éruption, les couches s'empilent. Le plateau se retrouve coiffé d'une épaisseur de tuf qui atteint couramment 100 à 150 mètres, davantage par endroits. Entre ces couches tendres s'intercalent des bancs plus durs, basalte ou cendres soudées par la chaleur, qui joueront plus tard le rôle de chapeau protecteur. Le décor est planté bien avant que le premier être humain ne pose le pied dans la région. Le plus remarquable vient ensuite, et c'est un détail que l'on ne remarque pas en visitant. Le tuf fraîchement entamé est humide et docile. On le travaille à la pioche, parfois à la simple herminette. Une fois exposée à l'air, la surface perd son humidité et se raffermit, ce qui suffit à stabiliser une paroi que l'on vient d'ouvrir. Mais la véritable raison de la solidité est ailleurs, et elle est plus simple. Ces voûtes ne sont pas assemblées, elles sont taillées d'un seul tenant dans une masse continue, sans joint ni appui que l'on puisse faire céder. Rien à disjoindre, rien à renverser. Les conservateurs d'aujourd'hui connaissent d'ailleurs l'envers de ce matériau, eux qui surveillent l'écaillage lent des surfaces exposées depuis des siècles. Une deuxième condition, moins spectaculaire, est tout aussi décisive. Le plateau anatolien se situe entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, dans un climat sec, presque steppique. La nappe phréatique est profonde, les infiltrations rares. Un souterrain creusé ici ne se remplit pas d'eau. Partout ailleurs, la première ennemie du bâtisseur souterrain est l'humidité. Elle inonde, elle ronge, elle fait s'affaisser les plafonds. En Cappadoce, elle est presque absente. L'air est sec et sent la poussière minérale. Le vent traverse le plateau sans rencontrer d'obstacle, soulève une poudre pâle qui se dépose sur les lèvres et grince entre les dents. À l'horizon, la silhouette enneigée d'un volcan éteint ferme le paysage. Autour, des cheminées de fées, des cônes de tuf hauts de plusieurs étages, chacun coiffé d'un bloc sombre resté en équilibre. Ces colonnes sont le résultat d'une arithmétique très lente. La roche tendre s'efface autour des blocs durs au fil de millions d'années, centimètre après centimètre. Ce que le regard prend pour une fantaisie du hasard est en réalité une horloge. Voilà donc la réponse à la première moitié de la question. On a pu creuser une ville sous terre parce que la terre s'y prêtait comme nulle part ailleurs, tendre sous l'outil, durcissante à l'air, sèche jusqu'au fond. Sans cette géologie,
Aucune ville souterraine n'aurait jamais existé ici. Mais cette réponse laisse un vide. D'autres régions du monde possèdent des roches tendres et faciles à entailler. On y a creusé des caves, des habitations, des sanctuaires, parfois des réseaux entiers. Nulle part on est descendu à 18 niveaux. Nulle part on a taillé de quoi abriter 20 000 personnes avec leurs troupeaux. La géologie explique la possibilité. Elle n'explique pas la profondeur. Creuser à 80 mètres coûte un travail hors de proportion avec le confort que l'on en retire. Et personne ne consent à un tel effort par simple commodité. Ce qui manque à l'équation, c'est la géographie. La Cappadoce occupe le centre exact de l'Anatolie, à mi-chemin entre la Méditerranée et la mer Noire, entre l'Égée et l'Euphrate. Le fleuve Alice, que les Turcs appellent aujourd'hui la rivière Rouge, y trace une boucle immense. Toutes les routes qui relient l'Orient à l'Occident passent par là, et elles y passent depuis toujours. Au début du 2e millénaire avant notre ère, des marchands venus de Mésopotamie y tiennent déjà des comptoirs et y font circuler l'étain et les étoffes. Les souverains hittites en font une pièce maîtresse de leur royaume. Plus tard, les Perses y font passer leur route royale, celle qui relie leur capitale d'un bout à l'autre de l'Empire. Une traduction souvent proposée de leur nom pour cette province évoque le pays des beaux chevaux. Un carrefour, c'est une richesse, c'est aussi une malédiction. Tout ce qui traverse l'Anatolie traverse la Cappadoce, les caravanes, les ambassades et les armées. Pendant 3 millénaires, chaque puissance qui a voulu contrôler la région a fait marcher des troupes sur ce plateau. Et le plateau n'offre rien, pas de montagne où s'enfermer, pas de forêt où disparaître, pas de marais pour ralentir des cavaliers. Le sol est ouvert, plat, nu, balayé par le vent. Depuis un léger relief, le regard porte à des dizaines de kilomètres. C'est là que réside le paradoxe le plus dur de cette terre. On y voit venir le danger très longtemps à l'avance et l'on n'a nulle part où aller. Un nuage de poussière à l'horizon, 1 heure d'avance, parfois 2, et aucune direction dans laquelle fuir. Une seule direction restait disponible. Elle n'était ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Elle était sous les pieds. Là où le paysage refusait tout abri horizontal, les habitants ont fabriqué un abri vertical, et la roche née du feu leur a permis de le faire avec des outils de paysans. La question ne porte donc plus sur la pierre. Elle porte sur ce qu'il faut redouter pour descendre, génération après génération, jusqu'à 80 mètres sous la surface, et sur l'identité de ceux que l'on voyait arriver à l'horizon. La Cappadoce n'a pas seulement rendu la ville souterraine possible, elle l'a rendue nécessaire. Le premier architecte de Derinkuyu n'a laissé ni nom ni plan, parce que ce n'était pas un homme. C'était une terre faite de cendres, tendre au fer, dure à l'air, sèche jusqu'au fond, et posée au milieu du chemin de toutes les armées du monde ancien. Un après-midi de 1963, dans une maison ordinaire d'une petite ville anatolienne, un homme décide d'agrandir une pièce de son sous-sol. Il n'entreprend rien d'exceptionnel. Il veut gagner quelques mètres carrés de rangement. Il prend une masse et attaque la cloison du fond. Les premiers coups font tomber de la poussière claire, la même poudre pâle qui recouvre tout dans cette région depuis des millions d'années. Puis un morceau de paroi cède d'un bloc, et quelque chose change dans la pièce. Un courant d'air froid sort du trou. Ce détail, à lui seul, aurait dû suffire à figer n'importe qui. Derrière une cloison de cave, il ne doit y avoir que de la terre compacte, sourde, immobile. Un souffle d'air signifie qu'il existe un volume de l'autre côté, et que ce volume respire, donc qu'il communique avec autre chose, plus loin. L'homme élargit l'ouverture. Sa lampe éclaire une salle taillée dans la roche, vide, aux parois lisses. Au fond de cette salle, une autre ouverture. Derrière celle-ci, une autre pièce encore. Puis un couloir bas qui ne s'arrête pas et qui, très nettement, descend. Il venait d'ouvrir la porte d'une ville capable d'abriter 20 000 personnes. La suite appartient à la catégorie très restreinte des découvertes qui oblige des spécialistes à réviser une carte entière. Les archéologues arrivent, mesurent, descendent. Ils comptent des niveaux, et le compte ne s'arrête pas au 3e, ni au 5e. Ils atteignent une profondeur qui approche les 85 mètres. Ils dénombrent 18 étages superposés, dont 8 seulement seront jugés praticables pour le public. Quant au chiffre de 20 000 habitants, retenu depuis lors par tous les guides, il s'agit d'une estimation calculée à partir des volumes, et non d'un recensement. Il donne un ordre de grandeur,
et plusieurs chercheurs le jugent généreux. 6 ans après le coup de masse, en 1969, le site ouvre aux visiteurs. Une quinzaine d'années plus tard, en 1985, l'ensemble de la région rupestre entre au patrimoine mondial, sous le nom du Parc national de Gorémé et des sites rupestres de Cappadoce. Descendre aujourd'hui produit une sensation très particulière, et elle n'a rien de romantique. L'escalier taillé s'enfonce en pente raide, les marches sont creusées en cuvette par des pieds dont plus personne ne connaît le nom. Le plafond descend avec le sol, si bien qu'au bout de quelques mètres, il faut plier la nuque et avancer courbé. La température se stabilise et ne bouge plus. Ni le gel de l'hiver anatolien, ni la fournaise d'août ne parviennent jusque-là. L'air sent la pierre sèche, la poussière minérale, très légèrement le froid. Les sons se comportent mal. Le pas de la personne qui précède semble venir de côté. Une voix lointaine paraît toute proche. Et il faut se répéter que ce couloir n'est pas une cave, ni une mine, ni un tunnel de service, que c'est une rue. Le plus difficile à admettre dans cette affaire n'est pas la profondeur, c'est la surface. Car au-dessus de tout cela, il y avait une ville, une vraie, avec ses rues, ses cours, ses murets, ses étables, ses habitants qui se croisaient chaque matin. Des gens y sont nés, y ont vécu leur vie entière, y sont morts, sans jamais soupçonner qu'ils marchaient sur le toit d'un ensemble de 18 niveaux. On y a construit des maisons, planté des arbres, creusé des fosses, monté des murs. On y a tiré de l'eau. Et pendant 40 ans, la plus grande ville souterraine connue du pays est restée invisible sous les semelles de ceux qui vivaient exactement au-dessus d'elle. Une ville entière sous les pieds de ses propres voisins, oubliée pendant 40 ans. Un tel oubli semble impossible, et il s'explique pourtant, à condition d'accepter 2 idées. La première tient à la conception même du lieu. Un refuge n'a d'utilité que s'il reste introuvable. Les accès n'étaient donc ni monumentaux, ni signalés, ni même visibles. Ils s'ouvraient dans des cours privées, sous des étables, dans des arrière-cuisines, dissimulés dans le sol des habitations de surface. On en dénombre couramment plus de 600, et le compte n'est pas clos. Aucun d'eux ne ressemble à une entrée. Chacun ressemble à une trappe de cellier, à une réserve à grains, à un renfoncement sans importance. Quand une maison s'écroule et qu'on rebâtit par-dessus, une trappe disparaît sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Multipliez l'opération par quelques siècles, et le réseau se referme de lui-même, entrée après entrée, comme une main qui se ferme. La seconde idée est plus dérangeante. Un lieu de ce genre ne se transmet pas par des documents. Il n'existe ni plan, ni cadastre, ni archive du sous-sol. Le savoir est entièrement oral et entièrement pratique. On sait où descendre parce qu'un parent l'a montré. On sait quel couloir mène où parce qu'on y est déjà descendu. Ce savoir vit dans une communauté, pas sur du papier. Il se transmet tant que cette communauté demeure sur place. Il s'éteint dès qu'elle s'en va. Or, elle s'en est allée. Au début des années 1920, les derniers habitants qui utilisaient encore ces galeries ont quitté la région, et ils ont emporté avec eux la totalité de ce qui se savait sur elle. Ce n'est pas la ville souterraine qui s'est perdue. La roche, elle, n'a pas bougé d'un centimètre. Les escaliers sont restés à leur place. Les salles sont restées intactes dans l'obscurité. C'est la mémoire qui s'est déplacée, à pied, avec des gens et des ballots, sur des routes qui menaient ailleurs. Pendant 40 ans, un vide de 20 étages est demeuré parfaitement conservé sous une ville qui ne savait plus qu'il existait. Et il a fallu qu'un homme veuille agrandir une pièce pour que la porte se rouvre. Si ce vertige-là vous saisit autant que moi, un pouce levé aidera d'autres curieux à le ressentir. Il faut mesurer ce que cette histoire dit du lieu lui-même. Dorine Couillou n'a pas été retrouvé grâce à une fouille, à une prospection ou à une intuition savante. Il a été retrouvé par accident, parce qu'un mur de cave se trouvait au mauvais endroit. Et cela signifie que la ville souterraine était, jusqu'au dernier jour, exactement ce que ses bâtisseurs avaient voulu qu'elle soit. Indétectable. Sa disparition de la mémoire des hommes n'est pas un accident de l'histoire, c'est la démonstration finale de sa réussite. Le dispositif a si bien fonctionné qu'il a fini par se cacher de ses propres héritiers. Reste la seule chose que ces salles vides ne disent pas d'elles-mêmes et qui devient plus pressante à mesure qu'on descend. La peur qu'il fallait éprouver pour concevoir un endroit destiné dès l'origine à ne jamais être trouvé. Il existe un détail que personne n'a remarqué pendant 40 ans, et il figurait pourtant sur toutes les cartes de la région. Le nom de la bourgade. En turc,
Derinkuyu signifie littéralement le puits profond. Le lieu portait donc sa propre description écrite en toutes lettres, affichée sur les panneaux routiers, prononcée chaque jour par ses habitants. Et il a fallu un coup de masse dans une cave pour que l'on comprenne de quel puits il s'agissait. Certaines évidences ne se laissent voir qu'à retardement. Ce nom dit l'essentiel de la méthode. Avant d'être une ville, l'endroit fut un trou vertical. C'est là que réside la véritable ingéniosité du chantier, et elle est contre-intuitive. Pour bâtir en surface, on empile, on part du bas et l'on monte. Pour creuser dans la roche, on procède exactement à l'inverse. On part du haut et l'on descend. Le tailleur commence par le plafond de la salle qu'il veut obtenir. Puis il abaisse le sol sous ses pieds, mètre après mètre. À aucun moment il n'a besoin d'échafaudage, puisqu'il se tient toujours à hauteur de travail. Le chantier s'enfonce avec lui. À aucun moment il ne risque un effondrement au-dessus de sa tête, puisque la voûte est terminée avant que la pièce n'existe. Cette logique inversée explique la propreté des volumes que l'on parcourt aujourd'hui. Rien n'y a été corrigé après coup, parce que rien n'y était provisoire. L'outillage tient dans les mains d'un paysan, une pioche courte pour l'attaque, une herminette pour régulariser, un ciseau et un maillet pour les angles et les feuillures. Aucun engin, aucun levier, aucune machine. Le tuf se laisse entamer par une lame de fer comme un fromage sec se laisse entamer par un couteau. Et la lame mord dans cette cendre durcie comme elle ne mordrait jamais dans un calcaire dur. Il faut imaginer le bruit du chantier. Non pas le fracas de la masse sur le granit, mais une succession de chocs sourds, mats, presque étouffés, avec ce raclement continu de la lame qui égalise une paroi. Et la poussière, partout, dans la lampe, dans la gorge, sur les avant-bras, cette poudre pâle qui colle à la peau moite et transforme les mains en mains de plâtre. Le puits vertical, lui, remplit 3 fonctions à la fois, et c'est ce qui en fait la pièce maîtresse. Il sert d'abord de guide. En descendant à la verticale, on dispose d'un axe de référence qui ne ment pas, et l'on peut ouvrir des galeries latérales à chaque niveau en sachant précisément où l'on se trouve par rapport à la surface. Il sert ensuite de conduit d'air, ce qui rend le chantier respirable au fur et à mesure qu'il s'enfonce, car sans circulation d'air, une lampe à huile s'éteint et un homme s'épuise. Il sert enfin de monte-charge. Un panier, une corde, 2 personnes en haut, et les déblais remontent. Le puits est donc l'ascenseur, la cheminée et le fil à plomb du chantier réunis en un seul ouvrage. Tout le reste s'organise autour de lui. Reste alors la question qui vient à l'esprit dès que l'on a parcouru 3 ou 4 couloirs et compris l'ampleur de ce qui a été enlevé. Les salles, les écuries, les réserves, les escaliers, les galeries de liaison, sur 18 niveaux superposés, représentent un volume de roche extrait qui se compte en dizaines de milliers de mètres cubes. Le chiffre exact demeure inconnu, puisqu'une large part du réseau n'a jamais été dégagée. Et cette matière n'a pas disparu. Elle est sortie, panier après panier, par des ouvertures étroites, dans une plaine parfaitement plate, où le moindre monticule se voit à des kilomètres. Or, il n'y a pas de montagne artificielle à côté de la ville. Il n'y a pas de terrils, pas de remblais, pas de collines de déblais. Le paysage ne porte aucune trace du plus grand travail de terrassement de la région. La réponse a mis du temps à s'imposer, parce qu'elle contredit la manière dont nous nous représentons spontanément un grand ouvrage. L'esprit imagine spontanément un chantier, une décision, un commanditaire, une équipe, un calendrier, une inauguration. Derinkuyu n'a rien connu de tel. Ce n'est pas une construction, c'est une accumulation. Chaque génération a prolongé un peu ce qu'elle avait reçu, ajouté une salle, approfondi un couloir, ouvert un nouveau niveau sous le précédent, et cela pendant un nombre de siècles que l'on peine à additionner. Réparti sur une telle durée, le volume monstrueux se dissout en une quantité de travail annuel presque modeste, comparable à l'entretien d'un réseau d'irrigation ou au creusement de caves domestiques. Quant aux déblais, ils n'ont jamais été des déchets. Le tuf remonté était un matériau de valeur immédiate, et bien plus maniable qu'il n'y paraît, car un mètre cube de cette pierre spongieuse pèse nettement moins qu'un mètre cube de granit. On en a tiré des moellons pour les maisons de surface, des murets pour clôturer les cours et les jardins, des remblais pour niveler les chemins. Le reste, réduit en poudre, a été répandu sur les champs, où il se confond avec le sol de la région, puisqu'il en est l'origine même. La montagne de déblais existe donc bel et bien. Elle a simplement été redistribuée en une couche mince sur des kilomètres carrés et transformée en village.
L'Europe occidentale connaît la même logique, à une échelle réduite, et la France en offre l'exemple le plus parlant. Le long de la Loire, dans les coteaux de Tuffeau, on habite sous terre depuis le haut Moyen Âge. Caves, celliers, chapelles, villages entiers taillés dans le flanc des vallées, avec ce même principe d'une pierre tendre qui se coupe à la main et durcit à l'air. Le château de Brézé, en Anjou, pousse la démonstration jusqu'au vertige. Sous la demeure de surface se cache une seconde forteresse, entièrement creusée. Une première installation seigneuriale y a été aménagée à environ 9 mètres sous la cour d'honneur, avant même que le site ne soit mentionné dans les textes au XIe siècle. Les douves sèches, ouvertes au XVe siècle, atteignent 18 mètres de profondeur, les plus profondes d'Europe, et la pierre qui en fut extraite a servi à bâtir le château visible au-dessus. On y a installé écurie, cuisine, boulangerie, pressoir, et jusqu'à une magnanerie, c'est-à-dire un atelier d'élevage des vers à soie. Environ 4 kilomètres de galeries sont aujourd'hui reconnus, dont un tiers seulement se visite. Le rapprochement est honnête, et il rend la mesure du reste. À Brézé, on descend à 9 mètres et l'on obtient un second château. En Cappadoce, on descend jusqu'à 85, 18 étages vers le bas. La technique est la même, la pierre est cousine, la main-d'œuvre est comparable. Ce qui change d'un site à l'autre n'est ni le savoir-faire ni l'outil, c'est la quantité exacte de peur que l'on a dû mettre dans le sol. Une bougie descendue dans une cave ordinaire, à 5 ou 6 mètres sous le sol, commence déjà à faiblir. La flamme s'allonge, hésite. À 20 mètres, elle s'éteint. C'est la loi la plus implacable de tout ouvrage souterrain, celle qui a tué plus de mineurs que les éboulements. L'air vicié descend mal, ne remonte pas, et s'accumule au fond comme de l'eau dans une cuve. Un espace clos sous terre se transforme en piège respiratoire en quelques heures. Reste à changer d'échelle. 20 000 personnes, leur bétail, des lampes à huile allumées en permanence parce qu'il n'existe aucune autre source de lumière, des foyers de cuisine, et tout cela réparti sur 18 niveaux, jusqu'à 85 mètres de fond, derrière des portes closes. Sur le papier, l'ensemble aurait dû s'asphyxier en une nuit. L'ordre de grandeur est sans appel. Un être humain au repos consomme un volume d'air considérable. Un bœuf en consomme plusieurs fois plus, et une flamme davantage encore. Aucun volume de roche, si vaste soit-il, ne suffit à absorber cela. La ville a pourtant tenu, et pas quelques heures, des semaines, des mois. La solution se lie encore dans la pierre, à condition de lever la tête au bon endroit. Il faut se placer au fond d'un des grands conduits verticaux et regarder vers le haut. Très loin au-dessus, un disque de lumière du jour, pas plus large qu'une assiette vue d'en bas, suspendu à une distance qui donne le tournis. Entre ce disque et le visage, une colonne d'air parfaitement rectiligne, taillée à la main, dont les parois portent encore les traces de l'outil. Et sur la peau, distinctement, un souffle. Pas un courant d'air de porte mal fermée, mais une circulation lente, régulière, ininterrompue, qui monte du fond vers la surface. À 80 mètres sous une steppe brûlée par le soleil, l'air bouge tout seul. Il bouge parce qu'on l'a contraint à bouger. Le complexe repose sur 4 conduits principaux, complétés par plus d'une cinquantaine de puits verticaux et par un réseau dense de canaux plus étroits qui desservent les salles secondaires. L'air intérieur, réchauffé par les corps et les flammes, devient plus léger que l'air extérieur et s'élève de lui-même dans les conduits, exactement comme la fumée dans une cheminée. En s'échappant vers le haut, il aspire derrière lui de l'air frais par les autres puits. Le vent qui balaie le plateau accentue le phénomène en créant une dépression au-dessus des orifices exposés. Le système fonctionne sans mécanisme, sans ventilateur, sans intervention humaine, tant qu'il existe une différence de température entre le fond et la surface. Il fonctionne d'autant mieux que la ville est habitée, puisque c'est la chaleur des habitants qui l'entretient. La foule qui aurait dû l'étouffer est précisément ce qui le fait respirer. Une seconde intention se lie dans le tracé, et celle-là ne relève plus du confort. Les conduits ne sont pas regroupés, ils sont dispersés, éloignés les uns des autres, et leurs orifices de surface s'ouvrent en des points sans rapport apparent, dissimulés dans des cours, des enclos, des replis de terrain. Un assiégeant qui identifie une cheminée et y jette un feu de paille verte, ou qui la comble, ne prive d'air qu'une fraction du réseau.
Il lui faudrait trouver et neutraliser simultanément des dizaines d'orifices répartis sur toute la superficie de la bourgade, sans savoir combien il en existe ni où il débouche. La ventilation n'est pas seulement un organe vital, c'est une position défendue. Voilà donc résolu le problème de la respiration. Il en subsiste pourtant un autre, dont on parle rarement, et qui devient évident dès que l'on se représente concrètement la situation. Un refuge de cette taille ne vaut que par sa rapidité. L'alerte donnée en surface doit atteindre en quelques minutes des milliers de personnes réparties sur 18 niveaux, dans un labyrinthe où l'on avance courbé, à la file, à la lueur d'une mèche. Envoyer des coureurs prendrait un temps considérable. Crier dans un couloir ne porte pas au-delà de la première courbe. Et une fois les issues verrouillées, chaque étage devient une poche isolée sans aucun moyen de savoir ce qui se passe 2 niveaux plus haut. Une ville-refuge muette est une ville-refuge à moitié inutile. La réponse est venue récemment et d'une discipline que l'on n'attendait pas sur ce chantier. Au printemps 2025, une chercheuse en architecture intérieure et en acoustique de l'université Galata à Istanbul a présenté devant la Société américaine d'acoustique une reconstitution du paysage sonore de Derinkuyu. Le travail consistait à modéliser en 3 dimensions la géométrie exacte de plusieurs espaces, une chapelle, une pièce d'habitation et une cuisine, puis à calculer la manière dont le son s'y comportait, en tenant compte des propriétés du tuf, de la forme des voûtes et des sources sonores plausibles. Le résultat a déplacé le regard sur l'ensemble du complexe. Les conduits d'aération ne transportaient pas seulement l'air, ils transportaient la voix. Leurs parois régulières, leurs sections constantes et la nature poreuse mais compacte de la roche en font des guides d'ondes remarquablement efficaces. Un son émis au pied d'un puits remonte le long de la colonne avec une perte étonnamment faible et se laisse entendre à des niveaux très éloignés. Le réseau qui apportait l'oxygène constituait simultanément un système de communication couvrant la totalité de la ville. Un avertissement lancé dans le bon conduit se propageait à des étages entiers en quelques secondes, sans qu'aucun messager n'ait à parcourir un seul couloir. Il faut se figurer ce que cela produisait au quotidien. Une voix qui vous parvient d'une direction impossible, sans corps ni pas pour l'annoncer. Le tintement d'un seau au fond d'un puits que l'on perçoit depuis une chapelle située 3 niveaux plus bas. Une prière chantée dont on ne saurait dire si elle vient de la salle voisine ou d'un autre monde. Vivre dans cette ville, c'était habiter un espace où l'on entendait continuellement des gens que l'on ne pouvait pas voir, et où le son était le seul lien tangible entre des milliers d'êtres humains enfermés dans le noir. Reste à savoir si cet effet fut recherché ou reçu en cadeau par la physique. La question n'est pas tranchée, et elle ne le sera peut-être jamais, faute de textes et de témoins. Ce que la roche établit avec certitude, en revanche, c'est que les bâtisseurs avaient parfaitement identifié l'ennemi véritable de tout ouvrage profond. Il ne s'agissait ni du poids de la montagne, ni de l'obscurité, ni même de l'assaillant. Il s'agissait de l'air. Ils ont résolu le problème avec des puits, une différence de niveau et une compréhension très fine de la manière dont un fluide invisible se déplace dans la pierre. 18 étages vers le bas, et l'on y respirait mieux que dans bien des maisons de surface. Il existe dans le complexe un ouvrage dont la logique paraît absurde tant qu'on ne l'a pas comprise. Un puits d'eau qui ne débouche nulle part. Il descend à une 50aine de mètres. Il donne une eau abondante et parfaitement potable. Il est soigneusement taillé sur toute sa hauteur et son extrémité supérieure est aveugle. Aucune margelle dans une cour, aucune ouverture dans un enclos, aucun accès depuis la surface. Un puits construit pour que personne, en haut, ne puisse même savoir qu'il existe. Toute la philosophie du lieu tient dans ce détail. Un assiégeant expérimenté, devant un refuge souterrain, ne perd pas ses hommes dans des couloirs où l'on avance à la file. Il ne prend pas la ville, il la met en panne, il coupe, il attend. Et de tout ce qu'il peut couper, l'eau vient en premier, très loin devant le reste. Un être humain tient plusieurs semaines sans manger et quelques jours à peine sans boire. Et cette arithmétique n'a jamais changé. La méthode était connue et pratiquée partout dans le monde ancien. On repérait les points d'eau du village et on les empoisonnait. Une carcasse animale jetée dans la nappe et le refuge le mieux conçu se vide de lui-même en 3 jours. Les habitants de Derinkuyu ont répondu à cette menace par une décision d'ingénierie remarquable et coûteuse. Ils ont dissocié la ressource et son accès. Certains puits desservaient normalement le village de surface, comme partout ailleurs, et servaient également à ceux d'en bas
quand la situation restait calme. D'autres, en revanche, furent délibérément privés de communication avec l'extérieur, creusés depuis l'intérieur, alimentés par la même nappe, mais accessibles uniquement depuis des niveaux profonds. Un ennemi maître de la surface pouvait souiller toute l'eau visible du canton sans atteindre une seule goutte de celle que buvaient les assiégés. Il tenait le village et ne tenait rien. Cela suppose un travail que l'on mesure mal. Percer une colonne verticale de 50 mètres à la pioche, dans le noir, en évacuant les déblais par le bas puisqu'il n'existe pas de sortie par le haut, en maintenant l'aplomb sur toute la hauteur pour atteindre une nappe dont on ne voit rien. Un puits de ce type représente à lui seul un chantier considérable, et il en existe plusieurs. On ne consent à un tel effort que pour une raison, parce que l'on a déjà vu, au moins une fois, ce qui arrive à une communauté dont l'eau a été empoisonnée. Sur place, l'impression est saisissante. On se penche au-dessus de l'orifice, la pierre est lisse et froide sous la paume, et le regard ne rencontre rien. Aucun reflet, aucun fond. La lumière d'une lampe s'y perd sans retour. Un caillou lâché met un temps que l'on trouve trop long, puis remonte un claquement mat, très lointain, suivi d'un écho qui roule contre les parois. Et l'air qui sort de ce trou est différent du reste, plus lourd, plus humide, avec cette odeur minérale et mouillée que l'on ne rencontre nulle part ailleurs dans le complexe. L'eau réglée, il restait tout le reste, et le programme est celui d'une ville complète. Les niveaux supérieurs, les mieux ventilés et les plus faciles d'accès furent réservés au bétail. On y reconnaît des écuries taillées dans la masse, avec leurs mangeoires creusés à même la paroi et leurs anneaux d'attache ménagés dans la roche. Le choix est rationnel. Les bêtes produisent une chaleur et des odeurs considérables, et il valait mieux les garder près des issues plutôt que de les faire descendre au fond. Elles arrivaient d'ailleurs par leurs propres rampes, en pente douce, tandis que les habitants empruntaient les escaliers étroits. En dessous s'ouvrent les réserves, et elles constituent le véritable cœur du dispositif. Des salles entières de stockage, avec de grandes jarres logées dans des niches, des silos à grains, des cavités destinées aux denrées sèches. La roche offre ici un avantage que nul cellier de surface ne peut égaler. À cette profondeur, la température ne varie pas d'une saison à l'autre et se maintient dans une fourchette étroite, sans gel en hiver ni chaleur en été, tandis que l'air demeure sec. Des conditions de conservation qui, aujourd'hui encore, demandent une installation frigorifique pour être reproduites. On y a aussi produit. Le complexe contient des pressoirs à vin taillés dans le tuf, avec leurs plateaux inclinés, leurs rigoles d'écoulement et leurs cuves de réception creusées d'un seul tenant, ainsi que des installations destinées à l'huile. Cette huile n'était pas seulement alimentaire, elle nourrissait les lampes, seule source de lumière disponible, et une ville privée d'huile devenait une ville aveugle. Des salles communes, des cuisines, des foyers avec évacuation complètent l'ensemble. Ce programme dit quelque chose de précis. On ne creuse pas des pressoirs et des silos pour se cacher 3 nuits. Un abri de courte durée se contente de citernes et de quelques réserves. Ici, on a installé de quoi transformer une récolte, de quoi produire de la lumière, de quoi nourrir des troupeaux, de quoi tenir une communauté entière pendant des semaines ou des mois sans rien recevoir de l'extérieur. L'autonomie n'était pas un supplément de confort, elle était le principe même de l'ouvrage. Et c'est en additionnant ces éléments que la conception apparaît dans sa cohérence totale. Un assaillant arrivant devant la bourgade trouvait des maisons vides, des étables vides, des champs sans personne. Il ne savait pas où étaient passés les habitants ni combien ils étaient. Il ne pouvait pas les affamer, puisqu'ils avaient descendu leur récolte. Il ne pouvait pas les priver de lumière, puisqu'ils fabriquaient leur ville en dessous. Il ne pouvait pas les asphyxier, puisqu'il aurait fallu localiser des dizaines de conduits dispersés. Il ne pouvait pas les assoiffer, puisque leur eau lui était invisible. Il ne lui restait qu'une option, entrer. Et cette dernière option était précisément celle sur laquelle les bâtisseurs avaient concentré toute leur intelligence. Parmi les objets remontés du complexe figure une petite figurine de lion. Elle est modeste, elle tient dans une paume, et elle a longtemps été considérée comme la pièce décisive du dossier, celle qui allait enfin donner un nom au premier creuseur. Le style renvoie à l'art hittite, et les Hittites ont dominé cette région à l'âge du bronze. La conclusion semblait s'imposer d'elle-même. Elle ne s'impose pas du tout. Et comprendre pourquoi revient à comprendre l'obstacle le plus déroutant auquel se heurte l'archéologie sur ce site. Un chantier de fouilles ordinaire fonctionne comme un livre que l'on lit à l'envers. Le sol se dépose par couches successives.
Chaque époque abandonne la sienne, et les strates s'empilent dans un ordre qui ne se dérange jamais. Le fouilleur descend, feuillet par feuillet, et sait qu'un tesson trouvé sous une couche donnée est nécessairement plus ancien qu'elle. Cette règle est le fondement de toute chronologie archéologique. Elle permet de dater une ville, une maison, un mur, sans le moindre document écrit. Derinkuyu échappe entièrement à cette règle, parce que Derinkuyu n'est pas une accumulation, c'est une soustraction. Ce que l'on visite ne s'est jamais déposé, cela a été enlevé. Il n'existe aucune strate, pour la simple raison qu'il n'existe aucun dépôt. Le volume que l'on parcourt est un vide, et un vide ne porte pas de date. La roche qui l'entoure, elle, s'est formée il y a des millions d'années, ce qui ne renseigne en rien sur le moment où quelqu'un a décidé d'y entrer. Un vide, en revanche, se remplit et se vide indéfiniment. Un objet posé dans une salle souterraine peut y avoir été apporté le jour du creusement, ou 3000 ans plus tard, ou n'importe quand entre les deux. Rien ne le scelle, rien ne le fixe dans le temps. La figurine de lion prouve donc avec certitude qu'un objet hittite s'est trouvé un jour dans ces couloirs. Elle ne prouve rien quant à l'identité de ceux qui les ont ouverts. Elle a pu être perdue par un occupant du bronze, transportée comme butin par un occupant postérieur, ou conservée comme curiosité par une famille pendant des générations. Une deuxième difficulté aggrave la première. Chaque génération qui a travaillé ici a taillé dans le travail de la précédente. Élargir une salle, c'est effacer la paroi que quelqu'un d'autre avait dressée. Approfondir une galerie, c'est supprimer son sol d'origine. Ouvrir un niveau supplémentaire, c'est détruire la voûte inférieure du niveau au-dessus. Le site s'est donc réécrit sur lui-même sans arrêt, en gommant systématiquement les états antérieurs. Ce qui reste visible aujourd'hui n'est pas l'ouvrage ancien, c'est la dernière version, celle que personne n'a eu le temps de modifier. Et il n'y a rien à mesurer. Pas de mortier puisque rien n'est maçonné, pas de charpente, pas de poutre, pas de linteau de bois qui livrerait une datation par le carbone, pas d'inscription de fondation, pas de marque de commanditaire, rien que du tuf nu, taillé. Se tenir dans un couloir avec cette idée en tête change le regard. Les parois portent encore les traces de l'outil, alignées en séries régulières, avec la même inclinaison, la même largeur de lame, le même geste répété. Le doigt les suit sans effort. Elles sont partout identiques, du premier niveau au dernier. Une pioche entamant du tuf tendre laisse la même empreinte au XIIe siècle avant notre ère qu'au XIIe siècle après. Ces murs conservent la mémoire précise du geste et n'ont aucune mémoire du calendrier. De cette impasse est né le débat qui divise encore les spécialistes, et il se répartit en 3 positions. La première attribue les premiers niveaux aux Hittites, autour de 1200 avant notre ère. C'est l'époque où leur capitale s'effondre et où tout l'Orient ancien traverse une crise brutale, avec des mouvements de population que les textes contemporains décrivent comme des déferlements. Une région de carrefour se retrouve alors exposée sans protection, et des habitants voyant arriver ce qu'ils ne peuvent arrêter auraient commencé à creuser. Les objets hittites recueillis sur place viennent à l'appui de cette lecture, avec la réserve que l'on vient de dire. La deuxième, portée notamment par les autorités culturelles turques et par une large part des chercheurs, situe le chantier principal au 8e et 7e siècle avant notre ère et l'attribue aux Phrygiens. L'argument est technique plus qu'archéologique. Ce peuple compte parmi les plus grands tailleurs de roches de l'âge du fer. Ses monuments rupestres, ses façades sculptées, ses tombes creusées en pleine falaise attestent une maîtrise du travail de la pierre en négatif que peu de sociétés anciennes ont atteinte. Ils disposaient exactement du savoir-faire qu'exige un ouvrage comme celui-ci, et ils ont occupé la région assez longtemps pour l'y appliquer. La troisième position est celle des sceptiques, et elle mérite d'être prise au sérieux. Elle observe que l'essentiel de ce que l'on visite aujourd'hui, la profondeur, l'organisation par niveau, les chapelles, les grandes salles, appartient sans discussion possible à l'époque chrétienne. Le noyau ancien, quel qu'il soit, aurait été bien plus modeste que l'imaginaire ne le suppose. Quelques caves, quelques réserves, quelques abris de fortune. La ville monumentale ne serait pas un héritage de l'âge du bronze agrandi par la suite, mais une création tardive greffée sur des cavités mineures. Un texte antique revient constamment dans ce débat, et il est temps de le remettre à sa place. Vers 370 avant notre ère, un général et écrivain grec rentrant d'une expédition militaire décrivit des habitations entièrement souterraines. Il écrivit que l'entrée ressemblait à l'orifice d'un puits, que le bétail descendait par des rampes creusées,
tandis que les hommes utilisaient une échelle, et qu'on trouvait en bas des réserves de grains et des provisions. La description correspond si bien à ce que l'on voit en Cappadoce qu'elle a été citée d'innombrables fois comme le premier témoignage écrit sur Derinkuyu. Elle ne l'est pas. L'auteur nomme explicitement la région où il a vu cela, et il s'agit de l'Arménie, à l'autre extrémité de l'Anatolie, à des centaines de kilomètres du plateau cappadocien. Son texte constitue un document précieux, mais sur un autre sujet. Il établit que l'habitat souterrain était une pratique répandue à travers l'Anatolie ancienne, connue et banale, au point qu'un voyageur la rencontre en chemin. Il ne dit rien de cette ville-ci, ni de sa date, ni de ses auteurs. Le dossier reste donc ouvert, et il le restera vraisemblablement longtemps. 3000 ans d'occupation continue ont produit un monument sans signature, sans acte de naissance et sans strate. Qui a creusé cela et quand? Personne ne le sait avec certitude. Ce que la pierre atteste en revanche sans la moindre ambiguïté, dès qu'on la regarde de près, c'est le but poursuivi. Car les bâtisseurs, quels qu'ils fussent, ont laissé dans la roche un objet qui parle plus clairement qu'aucune inscription. Un disque de pierre, dressé debout dans une niche latérale. Son diamètre va d'1 mètre à 1,5 mètres, son épaisseur de 30 à 50 centimètres, et il pèse, selon les exemplaires, de 200 à 500 kg. Sa tranche est arrondie avec soin. En son centre s'ouvre un trou circulaire, percé de part en part. Il repose dans une rainure taillée dans le sol, en travers du couloir. Une seule personne suffit à le mettre en mouvement. On glisse un bras ou une barre dans le trou central, on prend appui, et la meule roule dans son logement jusqu'à venir se plaquer contre le renfoncement opposé. Le couloir cesse d'exister. Le disque bouche la galerie de paroi à paroi, de sol à plafond, et il ne s'agit plus d'une porte, mais d'un morceau de montagne remis en place. Vient alors la partie qui a stupéfié les premiers observateurs. De l'autre côté, la pierre est parfaitement lisse. Aucune poignée, aucun anneau, aucun trou, aucune aspérité. La face tournée vers l'extérieur ne propose rien à saisir. Le trou central, seul point de prise, se trouve du côté des défenseurs, et la meule y est logée dans une niche assez profonde pour qu'on ne puisse ni la contourner, ni faire levier sur ses bords. Il n'existe strictement aucune façon de l'ouvrir depuis l'extérieur. Le monde ancien connaissait le verrou, la barre, le ventail de bois cerclé de fer. Toutes ces fermetures partagent d'une faiblesse. Elles se brisent. Une porte se défonce, une barre cède, des gonds s'arrachent. Ici, il n'y a rien à briser. Il faudrait réduire en poussière 1/2 mètre cube de roche massive, dans un boyau où l'on ne peut pas prendre d'élan, sans lumière autre que la sienne, et en supposant que personne n'attende de l'autre côté. Le dispositif ne se défend pas contre les fractions, il la rend physiquement impossible. Ce principe se répète, et c'est là que la conception devient redoutable. Les meules ne gardent pas une entrée, elles jalonnent tout le réseau. Chaque niveau se ferme séparément du précédent, et à l'intérieur d'un même niveau, plusieurs passages stratégiques disposent du leur. Ce qui donne à l'ensemble une propriété que peu de fortifications ont jamais possédée. La ville ne tombe pas d'un coup. Elle ne tombe même pas par étages entiers. Elle se rétracte, secteur après secteur, en abandonnant à l'assaillant des espaces vides qui deviennent aussitôt des cul-de-sac. Il faut mesurer ce que vivait celui qui décidait tout de même d'entrer. Le couloir est bas. Le sommet de la voûte se tient à un peu plus d'1 mètre du sol par endroit, ce qui oblige à progresser courbé, la nuque rentrée, en gardant une main sur la paroi pour ne pas heurter la roche. Le passage est étroit au point qu'un homme équipé le remplit tout entier. Impossible de marcher de front, impossible de se retourner rapidement, impossible de manier une lance ou de dégager un bras pour frapper de taille. Il faut avancer à la file, un par un, et celui qui est en tête ne peut compter sur aucun de ceux qui le suivent. L'obscurité est totale, et elle ne ressemble à aucune autre. Une torche éclaire un cercle de 2 ou 3 mètres, au-delà duquel la lumière ne pénètre pas. Les parois renvoient les sons de façon trompeuse. Un raclement paraît venir de derrière. Une respiration semble toute proche, alors que sa source se trouve à un autre niveau. L'air sent la pierre sèche et la fumée. Le sol descend, remonte, tourne sans logique apparente. Et à chaque coude, il faut envisager qu'un homme se tienne juste après, debout, dans un espace qu'il connaît par cœur, attendant simplement que quelqu'un émerge à hauteur de sa taille. L'avantage numérique disparaît intégralement.
Un assaillant qui dispose de 500 hommes en engage un seul à la fois. Toute la puissance d'une armée se réduit à ce que peut faire une personne accroupie dans le noir. Les défenseurs, eux, connaissent les distances, savent où le plafond s'abaisse, où le sol se creuse, quelle bifurcation mène à une impasse. Le rapport de force ne s'inverse pas, il cesse d'exister. Reste une objection qui vient naturellement à l'esprit lorsque l'on additionne ces dispositifs. Un tel luxe de précaution paraît excessif. Si les entrées sont introuvables, si la première meule interdit le passage, verrouiller aussi chaque niveau inférieur et chaque carrefour intérieur semble superflu. Une communauté qui s'est déjà rendue invisible et qui a déjà scellé sa porte paraît s'être protégée contre elle-même. L'explication tient en un mot, et ce mot gouverne toute la construction. La trahison. Un refuge utilisé par des milliers de personnes ne peut pas rester secret pour l'ennemi indéfiniment. Il suffit d'un habitant capturé et interrogé, d'un voisin qui parle, d'un berger qui a vu une trappe s'ouvrir. Les bâtisseurs ne se sont pas fiés au secret. Ils ont supposé que le secret finirait par être percé. Toute l'architecture repose sur cette hypothèse pessimiste. La question n'était pas d'empêcher l'ennemi d'entrer, mais de faire en sorte que son entrée ne lui serve à rien. Un assaillant qui force un accès et roule la première meule ne pénètre donc pas dans une ville. Il pénètre dans un vestibule. Devant lui, un nouveau couloir bas et une nouvelle porte de pierre fermée depuis l'autre côté. Derrière lui, une galerie tortueuse. Autour de lui, aucune information. Il ignore le nombre de niveaux, le nombre de passages, le nombre de défenseurs. S'il progresse, il s'engage plus profondément dans un système dont chaque succès le rapproche d'un nouvel obstacle identique, avec une ligne de retraite qui s'allonge et devient de plus en plus vulnérable. Une descente réussie est le pire résultat possible pour lui. Cette architecture ne dissuade pas, elle ne repousse pas, elle ne combat même pas, elle absorbe, elle laisse venir, elle referme derrière et elle épuise. Des portes de pierre qui ne s'ouvrent que de l'intérieur, à chaque étage, sur 18 niveaux. Le message inscrit dans la roche est parfaitement clair. Ceux qui ont conçu cela ne redoutaient pas une razzia de passage. Ils s'attendaient à ce que l'ennemi entre, s'attendaient à devoir céder du terrain, et avaient organisé par avance la manière de survivre à cet instant. Une telle prévoyance ne s'improvise pas. Elle vient de l'expérience, répétée trop souvent pour être oubliée. Au deuxième niveau s'ouvre une salle qui n'a rien à faire dans un abri. Elle est vaste, dégagée, et surtout elle est haute. Le plafond s'élève en berceau, une voûte en demi-cylindre taillée d'un seul tenant dans la masse, régulière sur toute sa longueur. Après des couloirs où l'on avance courbé, on peut ici se redresser complètement, écarter les bras, marcher côte à côte. Sur un des côtés s'alignent des pièces plus petites, ouvertes sur l'espace principal. Tout le reste du complexe obéit à une règle unique: ne jamais offrir un volume qu'un ennemi pourrait occuper. Cette salle viole la règle. Elle a coûté un travail d'extraction considérable, elle affaiblit la roche environnante, et elle n'apporte aucun avantage défensif. On l'appelle communément l'école, et les cellules attenantes passent pour des salles d'études. Plus bas, entre les troisième et quatrième niveaux, des escaliers descendent vers un espace organisé en croix, avec ses branches égales rayonnant autour d'un centre. Une église. Ailleurs, d'autres chapelles, plus modestes, avec leur abside creusée dans la paroi, cette niche arrondie qui abrite l'autel. Ces aménagements n'appartiennent pas aux origines obscures du site. Ils portent une date, une raison et un contexte historique parfaitement documenté. Et ils correspondent au moment où la ville a pris les dimensions que nous lui connaissons. Ce moment commence par une catastrophe régionale. En 611, une armée sassanide venue de Perse remonte jusqu'au cœur de l'Anatolie et s'empare de Césarée, la métropole cappadocienne. Assiégée à son tour dans la ville qu'elle vient de prendre, elle rompt le blocus l'été suivant et incendie Césarée en se retirant. L'événement inaugure une période de 3 siècles pendant laquelle ce plateau cesse d'être une province intérieure pour devenir une frontière. À partir du 7e siècle, les incursions arabes se succèdent depuis le sud, franchissent les cols du Taurus et se prolongent jusqu'au Xe siècle. Elles ne visent pas la conquête du territoire mais son épuisement. On entre, on prend, on brûle, on repart avant qu'une armée impériale ait pu se rassembler. Cette guerre-là possède un rythme que les habitants finissent par connaître par cœur. La saison des expéditions s'ouvre au printemps, quand les cols redeviennent praticables et que le fourrage repousse. Les colonnes se déplacent vite, préviennent peu,
Et l'administration byzantine, malgré ses places fortes et son système de guetteurs, ne peut pas défendre chaque village de la steppe. Pour une communauté rurale, la protection impériale arrive toujours après. Alors, comme 3 millénaires plus tôt, on descend. Mais on ne descend plus de la même façon. Ce qui distingue cette époque de toutes les précédentes tient en une phrase. La menace devient prévisible. On sait qu'elle reviendra, on sait approximativement quand, et on sait que cela durera. Une communauté qui subit un raid par surprise se contente d'un trou. Une communauté qui affronte le même danger chaque année pendant 3 siècles n'aménage plus un abri. Elle aménage une seconde résidence. Le refuge cesse d'être une solution d'urgence pour devenir une institution. D'où cette salle voûtée qui ne défend rien. Elle ne sert pas à survivre, elle sert à continuer. Une population enfermée plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, avec ses enfants, ne peut pas se contenter de respirer et d'attendre. Il faut que les enfants apprennent à lire, il faut que les adultes se réunissent, il faut que les conflits se règlent, il faut que la vie religieuse se poursuive. Chaque saison passée sous terre serait autrement une saison arrachée à l'existence collective. Les chapelles répondent aux mêmes besoins. Sans elles, la communauté aurait dû choisir entre sa sécurité et sa foi. L'atmosphère de ces espaces se distingue immédiatement du reste. La voûte renvoie la voix avec une résonance longue, ronde, presque enveloppante, qui transforme le moindre chant en quelque chose de considérable. La lumière des lampes se répartit sur la courbe du plafond au lieu de se perdre dans un boyau, si bien que la salle paraît éclairée dans son ensemble. La pierre y est douce sous la main, patinée, arrondie aux angles par des générations de passages. Il y règne cette température invariable qui ne connaît ni juillet ni janvier, et cette odeur de pierre sèche mêlée d'huile brûlée. Dans un lieu conçu pour se cacher, quelqu'un a pris la peine de creuser un endroit où l'écho soit beau. Ces sanctuaires souterrains appartiennent à un ensemble beaucoup plus vaste, et c'est un chercheur français qui le premier en a donné la mesure. Guillaume de Gerfagnon, né à Pontévès en 1877, jésuite, arrive en Anatolie au début du XXe siècle. Il apprend le turc, qu'il finira par maîtriser parfaitement, et se rend en Cappadoce à 3 reprises. Une première fois en août 1907, puis pour une campagne décisive d'août 1911 à janvier 1912, enfin en 1912. Il parcourt les vallées à dos d'animal, relève des plans, photographie tout ce qu'il peut, copie les inscriptions, décrit les fresques salle par salle. Ce qu'il découvre alors n'est ni catalogué ni étudié. Des centaines d'églises taillées dans la roche, couvertes de peintures que l'obscurité et la sécheresse ont préservé mieux qu'aucun monument de plein air. Son ouvrage, publié à Paris entre 1925 et 1942, décrit une centaine de ces édifices avec leurs plans, leurs relevés et leurs planches. Le titre qu'il lui donne annonce sa thèse. Il s'agit d'une nouvelle province de l'art byzantin. Autrement dit, ces campagnes anatoliennes ne conservaient pas un art provincial et dérivé, mais un ensemble original, avec ses propres formules et une intensité que l'on ne retrouve pas dans les grands centres. Un siècle plus tard, son travail demeure la référence et des équipes remettent aujourd'hui leurs pas dans les siens pour actualiser ces relevés. Une question demeure malgré tout, et les spécialistes ne l'ont pas tranchée. Reste à savoir si ces salles vastes, ces écoles, ces pressoirs et ces chapelles impliquent une occupation permanente. Une partie des chercheurs répond par la négative. La lumière naturelle est absente, l'organisation reste entièrement défensive, et une existence prolongée sous terre entraîne des conséquences physiques que nul ne choisirait volontairement. Une autre partie souligne que l'on n'aménage pas un tel équipement pour quelques semaines. La position intermédiaire, la plus solide, considère que l'usage a varié selon les périodes. Réserve et atelier en temps calme, refuge complet en temps de crise, avec des séjours dont la durée dépendait de celle du danger. Ce que les voûtes établissent en revanche sans ambiguïté, c'est que la peur, à cette époque, avait cessé d'être un accident. Elle était devenue une donnée permanente de l'existence, au point qu'on lui avait construit une école. En 1909, la nouvelle de massacres survenus dans la région d'Adana remonte vers le plateau anatolien. Dans les villages cappadociens de langue grecque, la réaction est immédiate et ne demande aucune concertation. Les familles rassemblent ce qu'elles peuvent porter, ouvrent les trappes dissimulées dans les cours et les étables et descendent. Un linguiste de Cambridge qui séjournait alors dans la région pour étudier les parlers grecs locaux a noté la scène. Une grande partie de la population se réfugia dans les chambres souterraines et pendant plusieurs nuits n'osa plus dormir à la surface.
Il faut s'arrêter sur cette date. 1909. Le télégraphe fonctionne depuis un demi-siècle. Les chemins de fer traversent l'Empire. La photographie est banale. L'automobile circule dans les capitales européennes. Et des habitants du XXe siècle descendent se cacher dans des galeries ouvertes à la pioche par des gens dont ils ignorent le nom à une époque dont ils ne savent rien. Ils n'utilisent pas un vestige, ils utilisent un outil, exactement comme leurs prédécesseurs, pour la raison qui l'avait fait naître. Cette continuité constitue le fait le plus extraordinaire du site et le plus difficile à intégrer. Environ 3000 ans d'usage ininterrompu, sans que la fonction change une seule fois. Les habitants grecs de la région ne parlaient pas de Derinkuyu. Ce nom turc est récent. Pour eux, l'endroit se nommait Malakopia, et le mot est le plus souvent rattaché à une racine grecque signifiant ce qui est mou, ce qui se travaille facilement, même si une autre lecture y voit l'idée d'une subsistance difficile. Le lieu portait donc, dans les deux langues qui se sont succédées, une description de lui-même. D'un côté le puits profond, de l'autre la pierre tendre. La cause et la conséquence, chacune dans un idiome différent, comme si personne n'avait jamais réussi à appeler cet endroit autrement que par ce qui l'avait rendu possible. Entre les grandes incursions du haut Moyen-Âge et le XXe siècle, la liste des raisons de descendre ne s'est jamais interrompue. Au XIe siècle, l'équilibre militaire de l'Anatolie bascule et le plateau change de maître. Au XIIIe, les campagnes mongoles atteignent la région, avec leur mobilité redoutable et leur pratique du raid en profondeur. Suivent des siècles de pouvoir ottoman, ponctués de désordres, de révoltes, de bandes armées et de périodes où les communautés rurales ne pouvaient compter sur personne. Chaque fois, la même réponse, transmise sans archives ni plans, de parents à enfants. On sait où descendre, on sait quelle meule rouler, on sait combien de temps on peut tenir. Il faut se représenter la scène telle qu'elle se répétait. Un cavalier arrive au galop, où une fumée monte à l'horizon. Le village ne discute pas. On pousse le bétail vers les rampes, on descend les jarres de grains, on emporte l'huile, on rassemble les enfants. Les gestes sont connus, l'ordre est établi, chacun sait où va sa famille. En quelques heures, une bourgade entière se vide. Il ne reste en surface que des maisons ouvertes, des cours désertes, du linge oublié et des poules qui continuent de picorer entre les murets. L'assaillant trouve un village mort dont la population entière se tient à quelques mètres sous ses bottes, immobile, dans le noir, écoutant les pas au-dessus. Cette permanence répond à la question restée en suspens depuis le début, de qui fallait-il se cacher? La réponse déçoit ceux qui espèrent un nom unique, et elle est pourtant la seule qui rende compte du monument. Il n'y a pas d'ennemi principal. Il y en a eu des dizaines, successifs, sans rapport les uns avec les autres, séparés par des siècles entiers. Des peuples de l'âge du bronze, des armées impériales, des colonnes de razzias, des cavaliers venus des steppes, des bandes locales. Chaque génération a désigné un adversaire différent et chacune a trouvé la même porte de pierre à sa disposition. Derinkuyu n'a donc pas été bâti contre quelqu'un. Il a été bâti contre une situation. Ce plateau ouvert, sans relief protecteur, posé sur le chemin de tout ce qui traversait l'Anatolie, produisait la même menace indépendamment de qui l'incarnait. La ville souterraine constitue la réponse structurelle à une géographie, et non la riposte à un adversaire particulier. C'est ce qui explique sa longévité. Un ouvrage conçu contre un ennemi précis devient obsolète avec lui, tandis qu'un ouvrage conçu contre l'exposition elle-même reste valable tant que la géographie ne change pas. Elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est autre chose, et cela survient en 1923. Cette année-là, une convention signée entre la Grèce et la Turquie organise un échange obligatoire de population sur critères religieux. Plus d'1 million de personnes quittent l'Anatolie, plusieurs centaines de milliers font le trajet inverse depuis la Grèce. La Cappadoce est directement concernée. Ces communautés chrétiennes de langue grecque, dont certaines parlaient d'ailleurs turc dans la vie quotidienne tout en l'écrivant avec l'alphabet grec, figurent parmi les groupes les plus nombreux à être déplacés. Elles vivaient là depuis des siècles. Elles partent. Il n'est plus question de descendre. Ce départ-là ne se règle pas par une porte de pierre. Les familles ferment leurs maisons, chargent ce qu'elles peuvent emporter et prennent la route vers des ports et des villages qu'elles ne connaissent pas. Et avec elles s'en va la seule chose que la roche ne pouvait pas conserver. Car ce savoir n'existait nulle part ailleurs que dans leur mémoire. Quelle trappe s'ouvrait encore? Quel couloir menait à quel niveau? Où se trouvaient les puits aveugles? Comment on manœuvrait les meules? Combien de temps on pouvait tenir en bas?
Rien de tout cela n'avait jamais été écrit, parce que rien de tout cela ne se transmettait autrement qu'en descendant soi-même, derrière quelqu'un qui savait. 3000 ans d'expérience accumulée tenaient dans la tête de quelques milliers de personnes, et ces personnes sont montées dans des charrettes. La ville, elle, n'a subi aucun dommage. Aucune galerie ne s'est effondrée, aucune meule n'a bougé de sa rainure. La température est restée exactement la même. L'air a continué de circuler dans les conduits comme il le faisait depuis toujours. Le dispositif fonctionnait parfaitement. Il n'avait simplement plus personne à protéger, plus personne pour se souvenir de lui, et plus personne pour prononcer son nom grec. Le silence qui s'installe alors sous ce plateau n'est pas celui d'une ruine, c'est celui d'une machine en parfait état de marche, laissée en veille, dans l'obscurité, sous les pieds de nouveaux habitants qui viennent de s'installer au-dessus et qui ne savent rien. Au troisième niveau, une galerie part vers l'ouest et s'enfonce en ligne droite. Elle est régulière, soigneusement taillée, manifestement destinée à mener quelque part. On la suit sur quelques dizaines de mètres, puis la lampe éclaire un mur de blocs effondrés. Le plafond a cédé, la roche s'est refermée sur elle-même, et la suite est inaccessible. Personne ne sait où cette galerie allait. Cette scène résume l'état réel du site, que la visite touristique laisse mal deviner. Sur les 18 niveaux reconnus, 8 seulement sont ouverts au public. Les autres restent partiellement dégagés, encombrés ou simplement inexplorés. Certaines sections se poursuivent au-delà de ce qui a été relevé. D'autres se terminent brutalement, sans que l'on puisse distinguer un effondrement d'un arrêt volontaire du chantier. Ce que l'on parcourt aujourd'hui n'est pas la ville, c'est la portion de la ville que l'on a réussi à rendre praticable. La galerie effondrée du troisième niveau alimente d'ailleurs l'hypothèse la plus répandue au sujet du site. Elle pointe en direction d'un autre complexe souterrain, situé à une distance que les estimations placent entre 5 et 9 km, et beaucoup y voient la preuve d'un tunnel de liaison entre deux villes souterraines. L'idée est séduisante et circule partout. Elle n'est pas démontrée. Des spécialistes turcs qui ont travaillé sur ces réseaux le disent sans détour. Aucune preuve convaincante d'une communication continue entre les cités souterraines n'a été établie. Plusieurs passages sont obstrués et rien ne permet d'affirmer qu'une galerie entamée a jamais été menée à son terme. Le tunnel demeure une possibilité, pas un fait. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce complexe n'a jamais été isolé. Le plateau cappadocien en est criblé. Les estimations varient énormément selon les critères retenus, entre une trentaine de sites majeurs et 250 cavités de toute taille, et cette fourchette dit exactement où en est la recherche. On ne sait pas combien il y en a, on sait qu'il y en a beaucoup, que quelques-uns seulement ont été fouillés méthodiquement et que de nouvelles entrées apparaissent régulièrement lors de travaux ordinaires. Derinkuyu n'est pas une exception dans un paysage vide. C'est le plus profond exemplaire connu d'une pratique régionale généralisée, où chaque communauté disposait de son propre volume de sécurité sous ses maisons. La démonstration en a été administrée en 2013, et de la façon la plus banale qui soit. Dans la ville de Nefçehir, à une vingtaine de kilomètres de là, des engins de chantier démolissaient un quartier ancien au pied d'une forteresse byzantine, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine. Environ 1500 bâtiments devaient disparaître pour laisser place à des constructions neuves. Le terrassement a mis au jour des ouvertures, puis des salles, puis des couloirs. Les travaux ont été interrompus, le secteur classé, et des géophysiciens appelés sur place. Les premiers relevés ont produit des chiffres que personne n'attendait. Une profondeur approchant 113 mètres, une superficie de l'ordre de 460 000 mètres carrés, des galeries repérées sur plusieurs kilomètres. Un complexe à plusieurs niveaux comprenant des espaces d'habitation, des cuisines, des pressoirs, des chapelles, des escaliers et des ateliers de production d'huile d'éclairage. Si ces estimations se confirment, l'ensemble dépasserait Derinkuyu d'environ un tiers. L'archéologue qui dirige les travaux se garde pourtant d'avancer une dimension définitive et souligne que la structure de ce site diffère de celle des cités souterraines classiques. Les fouilles se sont poursuivies les années suivantes, et les archéologues qui y travaillent indiquent qu'il reste des niveaux à dégager au-dessus, en dessous et au-delà de ce qui a été atteint. Le titre de plus grande ville souterraine connue est donc susceptible de changer, et cette perspective, loin de diminuer Derinkuyu, achève de l'expliquer. Un record isolé serait une anomalie, l'œuvre d'une communauté singulière. Un record entouré de concurrents devient tout autre chose, la pointe visible d'un phénomène régional. La preuve que sur ce plateau, pendant des millénaires,
creusé sous sa maison relevait de l'évidence. Il est temps de refermer la question posée au départ. Comment un peuple sans machine a-t-il creusé une ville de 18 étages sous la terre? La réponse tient en 3 éléments qui ne valent que réunis. D'abord, une roche unique, née du feu, tendre sous l'outil de main et assez cohérente pour tenir sans appui, dans un sol assez sec pour qu'aucune eau ne vienne noyer l'ouvrage. Ensuite, une méthode qui n'exige ni engin ni échafaudage. On creuse par le haut, on descend avec son propre chantier et un puits vertical sert à la fois de guide, de cheminée et de monte-charge. Enfin, et c'est le point décisif, du temps. Il n'y a jamais eu de grand chantier de Derinkuyu, pas plus qu'il n'y a eu d'architectes ni de commanditaires. Il y a eu des dizaines de générations, ajoutant chacune une salle, un couloir, un niveau, à un ouvrage qu'elles avaient reçu et qu'elles transmettaient agrandi. Ce que nous prenons pour un exploit d'ingénierie est en réalité un exploit de continuité. Et de qui fallait-il se cacher pour descendre à 80 mètres? De personne en particulier. Et c'est là toute la réponse. Ce plateau ouvert, sans montagne ni forêt, posé au carrefour de toutes les routes de l'Anatolie, produisait le même danger, quels que fussent ceux qui l'incarnaient à un moment donné. Les visages ont changé une dizaine de fois en 3000 ans. La situation, jamais. Derinkuyu n'est pas une forteresse dirigée contre un ennemi. C'est une réponse permanente à une exposition permanente. Ce n'est pas un monument construit par la puissance. C'est le seul grand monument que je connaisse dont l'architecte véritable soit la peur. Une question pourtant reste ouverte, et je vous la confie parce que des spécialistes ne n'ont pas tranché. Qui a tenu la première pioche? 3 hypothèses sérieuses s'affrontent, chacune défendue par des chercheurs. La première, les Hittites, autour de 1200 avant notre ère, creusant dans l'urgence de l'effondrement de leur monde, avec les objets hittites retrouvés sur place pour argument. La deuxième, les Phrygiens, au 8e et 7e siècle avant notre ère, tailleurs de roches parmi les plus accomplis de l'âge du fer, hypothèse retenue par les autorités culturelles turques. La troisième, les chrétiens byzantins, l'essentiel de ce que nous visitons datant de leur époque, le noyau ancien n'ayant jamais été qu'un ensemble modeste de caves. Hittites, phrygiens ou byzantins. Écrivez en commentaire celle des 3 qui vous paraît la plus solide, et dites-moi pourquoi. Je lirai vos arguments avec attention, car sur ce point, la pierre restera muette encore longtemps. Si cette descente vous a intéressé, un pouce levé aide beaucoup ce travail, et l'abonnement vous permettra de me retrouver pour le prochain édifice. Merci d'avoir fait ce chemin avec moi, jusqu'à 85 mètres sous la steppe.